et puis des mouvements, des numéros en russe. Cette presse est distribuée sous le manteau, bien évidemment, de façon illégale. Elle connaît des lecteurs, voilà, et permet de diffuser l'information. Alors, le Bund va s'organiser en se structurant de congrès en congrès. Et voilà un petit peu les différents congrès. Alors, quand on fait l'histoire du Bund, en tout cas si on relit, je donnerai quelques références tout à l'heure, si on relit cette histoire du Bund, eh bien, on se retrouve avec différents phases. Pourquoi? Je suis désolé, c'est- ça a avancé. Attendez, je reviens une 30 une seconde en arrière. Le premier congrès en octobre 97, voilà, on définit le programme, je dirais, d'action. Donc, on va faire des revendications politiques et on met l'accent sur les lois, sur la lutte contre les lois anti-juives. Bon, en octobre 98, on, on fait le deuxième congrès. On repart de zéro. Le comité central a été complètement annihilé. J'ouvre une parenthèse. Entre les deux, le Bund a participé de façon importante à la création du Parti ouvrier social-démocrate russe, c'est-à-dire ce qui deviendra la matrice de la révolution d'octobre 1917. J'ai un écho. Donc, cette, euh, cette période où effectivement se crée le Parti ouvrier social-démocrate, les juifs du Bund représentent un tiers des délégués du parti social-démocrate russe. C'était une part très importante. Bon, ici, ce que vous voyez ici, c'est le nombre de délégués qui participent à la réunion. On va reparler d'égalité civique. On va parler de questions nationales, j'y reviendrai tout à l'heure. Et on avance dans l'histoire. Vous voyez ici, simplement une petite mention complémentaire. On ajoute le nom Lituanie dans le nom du Bund. Les historiens, évidemment, se posent la question pourquoi? Pourquoi, alors que c'était les Juifs de Pologne et de Russie, pourquoi on a rajouté la notion lituanienne? Certains disent c'est parce que le Bund n'avait pas réussi à percer dans le sud de la zone de résidence. D'autres disent c'est parce que les Lituaniens qui étaient en majorité estimaient qu'il fallait se mettre un peu plus en avant. Chacun met sa fonction. Voilà, les congrès suivants se déroulent en Suisse, où le premier congrès de 1903 va avoir un lien avec le congrès du POSDR, du Parti socialiste démocrate russe, euh, et va préparer ce congrès. On va mettre en avant la question nationale, j'y reviendrai dans quelques instants. On décide d'une résistance armée contre les pogroms et on dénonce le sionisme qui va devenir une constante dans les différents congrès. Alors pourquoi on s'occupe du congrès du Parti ouvrier social-démocrate? Le deuxième congrès, eh bien, ça va se terminer par la rupture et l'exclusion du Bund du Parti ouvrier social-démocrate. Enfin, plus exactement, c'est les bundistes qui s'en vont. Ils ne sont pas exclus, ils démissionnent parce que ils veulent une fédération de mouvements, ils ne veulent pas être absorbés par le mouvement de Lénine, ils veulent rester autonomes. Thème que va développer Vladimir Medem dans un écrit de 1905 qui va appeler l'autonomie nationale culturelle. Bien, en 1905 éclate la révolution russe. En 1906, le congrès de Lemberg, de Lvov, Lviv, vous l'appelez comme vous voulez, marque la réintégration au sein du Parti ouvrier social-démocrate russe. Donc on est dans je t'aime moi non plus, hein, je t'aime pas. J'ai mis un petit pouce levé parce que à partir de ce moment-là et à partir de 1905, eh bien, le parti va devenir semi-légal. Donc, il va y avoir une certaine égalité. Il va même présenter des candidats à l'élection de la Douma, un parlement qui est créé par le tsar Nicolas II qui a succédé à Alexandre III en 1896. Et donc, il y a plus de congrès.
du Bund en Russie avant 1917. Donc, on va essayer de voir un petit peu, pendant toute cette période, je viens d'évoquer la question centrale, une des questions centrales, qui est la question de la nation culturelle, bon, jusque l'autonomie nationale culturelle, jusqu'en 1901, cette question a été totalement ignorée. C'est-à-dire que dans les congrès du Bund, qui eux font partie de la réflexion intellectuelle, eh bien, il n'y a absolument pas de réflexion sur le particularisme juif. De 1900 à 1905, on appelle à l'autodétermination nationale avec une position qu'on appelait la neutralité de Medem. Medem, il disait, bah, faites ça, moi je suis pour plus de choses, mais moi je ne prends pas parti, on verra bien ce que ça donne. De 1905 à 1910, on est non plus en autodétermination nationale, mais en autonomie culturelle. Donc on va essayer de mettre en avant les facteurs culturels du judaïsme, en particulier de mettre en avant la langue juive et puis l'histoire juive et un certain nombre de choses. Et puis, à partir de 1910, eh bien, il y aura une demande d'autonomie culturelle concrète avec un programme qui est d'activité de demande nationale. Alors, cette élaboration était extrêmement lente, difficile, délicate et qui n'est pas le monopole, je dirais, du Bund, puisque, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, même si c'est fondamental pour le Bund, il y a d'autres groupes qui sont proches du Bund. J'ai parlé du groupe des folkistes de Simon Dubnow, qui lui, à part le socialisme, a exactement les mêmes idées, c'est-à-dire veut une nation, pense que les Juifs forment une nation nationale culturelle. Voilà. Alors, voilà ce que dit Mincheles à ce sujet, donc dans la préface au livre de Vladimir Medem, Ma vie. Les Juifs sont dotés d'attributs habituels qualifiant un peuple, religion, langue, histoire commune, destin semblable, pouvaient de bon droit se considérer comme nationaux, juifs dans un État multinational, de la même manière que les Polonais, les Lituaniens, les Ukrainiens ou les Arméniens. Donc vous voyez, religion, langue, histoire commune, destin semblable. Pour Lénine, la nation, c'est une langue et un territoire. Donc, l'opposition avec les marxistes, léninistes est très claire. Les juifs n'ayant pas de territoire ne peuvent prétendre à la notion de nation. Donc, d'où après tous les délires, entre guillemets, staliniens et le Birobidjan, pour qu'il y ait une nation juive avec un territoire. Bien, mais euh, pour, un- pour remettre les choses dans l'histoire, c'est Staline en 1913 qui est chargé par Lénine de faire un travail sur les nationalités. Et dans l'ouvrage qu'il publie sur les nationalités, la moitié du livre est consacrée au Bund. Donc l'importance quand même des idées du Bund dans le paysage intellectuel de la Russie de l'époque. Donc ça se traduit, cette vision nationale culturelle, par ce qu'on a appelé la Deutschkeit, donc qui est le slogan là où nous vivons, là où est notre pays. Donc vous voyez ici, Dorten, wo wir leben, dort ist unser Land. Eh bien, c'est une affiche du Bund, hein, donc qui est là, hein, le Bund est là. Et donc vous voyez que c'est un slogan qui va être maintes et maintes fois repris par les bundistes et qui va expliquer un certain nombre d'attitudes, en particulier vis-à-vis de l'État d'Israël, dont on reparlera tout à l'heure, et de la défense, de la cohabitation entre juifs et arabes dans l'État d'Israël. Bien. Alors, combien sont les bundistes? Bon, vous voyez qu'il y a un gros trou noir ici, et en 1910, on passe de 35 000, qui est pratiquement le sommet, qui est juste après la révolution de 1905. Il y a une désaffection totale du Bund qui se retrouve dans un état
de décomposition très avancée et qui va remonter la pente en très très peu de temps en changeant de stratégie, en abandonnant la lutte pour le pouvoir politique, pour l'amélioration des conditions des travailleurs. Donc on va passer d'un programme un peu, entre guillemets, intellectuel, à un programme beaucoup plus concret qui va mettre en avant la culture, le yiddish, etc. Alors, petite parenthèse sur les groupes bundistes à l'étranger. Alors, dès 1898, je vous rappelle que 98, c'est l'arrestation des membres du comité central du Bund et l'un des membres fondateurs du Bund, l'un des 13 personnes qui étaient représentantes du Bund, enfin des travailleurs de Varsovie, qui s'appelait John Mill, Joseph Mill, va créer un comité à l'étranger qui va, je fais court pour cette histoire, qui va finalement s'installer définitivement en Suisse dès le début du XXe siècle et s'installer dans la rue de Carouge où il aura un local qui s'appelle le Carouge-Quai, dans lequel il va y avoir une presse juive qui va publier un nombre important d'ouvrages, dans lequel va également se trouver un archiviste du nom de Franz Kurski qui va constituer les archives du Bund et dans lesquelles vont se retrouver un nombre important de dirigeants du Bund de Russie qui vont venir en Suisse pour quelque temps ou pour beaucoup plus longtemps. Donc Arkady Kremer, Moutnik, John Mill, Vladimir Metem. Donc vous voyez, c'est les leaders et les penseurs du bundisme qui se retrouvent en Suisse, d'où les congrès de 1903 à 1905 qui se déroulent à Zurich. Dans ce groupe de Karouchke, eh bien, on y forme les futurs cadres. Je vais citer Ehrlich, qui sera le leader du Bund en Pologne, et on y côtoie les révolutionnaires russes, que ce soit Lénine, que ce soit Plekhanov ou que ce soit d'autres, et puis avec beaucoup de simplicité, les bundistes et les révolutionnaires russes ont un local, rue de Carouge, à 3 numéros de là où se trouve le Bund. Donc ils se fréquentent régulièrement, ils fréquentent les mêmes cafés, ils se voient, ils discutent, ils sont jamais d'accord, mais c'est comme ça. Bon, dans d'autres lieux, à part la Suisse, depuis 1880, l'émigration aux États-Unis a provoqué un prolétariat, des sweatshops dont j'en ai parlé, et il y a des syndicats dirigés par d'anciens bundistes comme David Dubinsky, qui va diriger le syndicat de l'habillement, qui aura une influence prépondérante dans les années de guerre pour aider les bundistes à essayer de s'en sortir. Donc en Europe, il y a des groupes en Angleterre, en France, en Belgique, qui vont apporter leur soutien financier, qui vont éditer des journaux en yiddish et qui vont essayer de les faire passer du côté de la Russie. Donc on est on a parlé tout à l'heure de famille, la famille bundiste reste en lien à travers le monde dès cette époque. Alors, en image, vous voyez quelques grandes manifestations à Dvinsk, donc en Lettonie, en 1905, à Odessa, des groupes d'autodéfense. Ici, on est juste après un pogrom où il y a les 3 morts juifs qui sont montrés sur ce document. Ici, vous avez, j'ai toujours été étonné par ces photos où vous avez des photos d'incarcération, des photos de prisonniers. On en verra tout à l'heure encore. Vous voyez, il y a des femmes qui figurent parmi les prisonniers incarcérés dans la prison de Lodz. Je vous rappelle qu'il y en avait plus de 4500 en 1905. Et les obsèques de manifestants contribuent à des foules nombreuses. On connaît aussi ça de nos jours. Bien. Alors, la révolution de 1905, en quelques mots, les Juifs enfin, les bundistes vont y participer de façon extrêmement active. Il va y avoir aussi beaucoup d'arrestations. Suite à ça, eh bien, il va réintégrer le parti social-démocrate ouvrier russe. Et après l'échec de cette révolution, et puis après les différentes options qui ont été prises par le gouvernement soviétique de Stolypine, eh bien, les membres du Bund démissionnent les uns après les autres. Même
des gens comme Arkady Kremer décident de quitter le mouvement, alors Der Tate, le père, donc il dit, moi je veux bien vous aider, mais je veux plus être actif au sein du Bund. Donc il y a eu beaucoup de désistements. Ceux qui étaient encore actifs n'étaient que très peu. Bon, je fais une toute petite parenthèse de nouveau sur les prisons et sur la révolution de 1905, puisqu'il y a eu beaucoup de prisonniers. Vous voyez, 19 ans, Lévik, Alpern Lévik, qui est prisonnier, on le voit avec ses chaînes hein, ici, il est prisonnier, qui a écrit un magnifique ouvrage traduit par Rachel Hertel, qui s'appelle Dans les bagnes du Tsar, et qui raconte son épopée dans le Tsar, et dans les prisons et les bagnes du Tsar, et il va s'échapper, il va réussir à partir aux États-Unis grâce à l'aide de la Mishpuche, de la famille, la Mishpacha des États-Unis, qui va envoyer des fonds pour qu'il puisse acheter un cheval et qu'il puisse fuir de la relégation où il était en Sibérie. Donc, vous voyez, on est dans un contexte où il y a une entraide, une solidarité quand même très importante de par le monde. Voilà. Alors, je vous ai dit que le Bund avait organisé effectivement des activités culturelles. En 1908, il y a un événement qui est la conférence de Tchernovitch sur la langue, sur les langues. Quelle est la langue nationale du peuple juif? Les yiddishistes, avec les bundistes en tête, euh, combattent pour que le yiddish soit reconnu comme langue nationale des juifs et non plus comme un jargon, qui était le terme utilisé de façon, entre guillemets, méprisante par les sionistes et par certains intellectuels hébraïsants. Et donc le yiddish est reconnu comme langue nationale juive. Bon, euh, les bundistes organisent des activités culturelles, littéraires, musicales, des cours du soir, du théâtre. Donc on est vraiment dans une activité culturelle qui va trouver son apogée dans le Bund de Pologne qu'on verra dans quelques minutes. Bon, il y a une erreur évidemment sur la date hein, du procès Baylis, hein, c'est de 1913 et pas de 2013. Donc il y a une grève générale de protestation contre le procès Baylis qui est organisée par le Bund avec un appel de Liebman Hersch portant à la révolution, et il y a 20, à la grève générale, et il y a 20 000 grévistes qui vont arriver. Bien, le Bund continue néanmoins son activité politique. Les cadres du Bund sont du côté des mencheviks, les membres, les ouvriers du Bund sont plutôt du côté des bolcheviks, ce qui va amener une tension, une scission un petit peu par la suite. Alors, on dit la guerre de 14 va arriver. La guerre de 14 qui va opposer donc les pays de l'Axe, les trois pays, l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie, la triple alliance, l'Angleterre, l'Allemagne et la Russie, l'Angleterre, la France et la Russie, donc, eh bien, va se dérouler en grande partie du côté russe dans la zone de résidence. Donc, euh, avec des difficultés. Il y a le comité du Bund en Pologne se crée en novembre 1914 de façon plus ou moins indépendante parce que les communications deviennent difficiles avec le Bund un peu plus loin. Les Allemands sont à Varsovie en 1915 et ils laissent se développer les activités du Bund local alors que 1 million de Juifs sont déplacés. Donc l'effet sur la pauvreté, sur tout ce qu'on peut imaginer comme difficulté est absolument énorme. Bon, les socialistes, évidemment, sont contre la guerre. En 1915, une réunion se déroule à Zimmerwald en Suisse, à laquelle les bundistes y sont représentés en tant qu'observateurs par un certain Limanski, qui n'est autre que Liebman Hersch, et Kienthal. Et donc il va y avoir un document approuvé, non pas signé par le Bund, dit pour la paix et contre la guerre. En mars 1917, les bundistes participent activement à la révolution, et en particulier, on retrouve Heinrich Ehrlich comme membre du soviet de Petrograd, qui était le soviet qui s'est par lequel est arrivée la révolution d'octobre 1917, qui a pris le pouvoir
par les bolcheviks, a vu la prise de pouvoir par les bolcheviks. Et à ce moment-là, Ehrlich va rejoindre la Pologne. Et on va finir, la vie du Bund va se terminer de façon extrêmement tragique, pour reprendre l'expression de Charlie tout à l'heure. Entre 1927 et 1921, les bundistes qui étaient attirés par le communisme, par la révolution, etc. Je vous rappelle que 30% des membres des bolcheviks étaient juifs. Bon, c'est comme le racontait un bundiste, on est dans une grande famille. On n'est pas toujours d'accord. Le père et les enfants ne sont pas toujours d'accord. Il y a des luttes et il y a des contestations. Bon, donc les bundistes communistes vont vouloir rester en Russie. Le congrès du Bund majoritairement dit: le parti bolchevique, c'est un parti qui s'abrite derrière la dictature du prolétariat pour imposer sa propre dictature. Donc ils avaient vu assez juste, souhaiter une constituante évidemment pour que les choses aillent à un rythme de réforme et pas un rythme révolutionnaire. Bon, je vous passe la création des juifs communistes, etc., etc. En tout état de cause, en mars 1901, c'est la dernière conférence du Bund et le Bund est dissous. Et c'est la fin de ce premier épisode, de ce premier moment du Bund, qui se résume par quelque chose d'extrêmement positif, parce que on a fait évoluer les idéaux du Bund vers quelque chose d'extrêmement concret qui parle aux travailleurs juifs et qu'on va retrouver dans la deuxième partie en Pologne. Alors, rapidement, une petite carte pour commencer cette deuxième épisode de la vie du Bund qui va se trouver donc le Bund en Pologne. C'est fini, c'est plus les bundistes de Russie, c'est le Bund de Pologne. Vous voyez que ici, en marron foncé, c'est la Pologne en 1918, le 11 novembre 1918, on est là. Et puis il y a des guerres, il y a tout un tas de choses, et la Pologne s'agrandit dans les frontières qui sont là, et qui vont donc intégrer progressivement, pour ce qui nous intéresse, la Galicie en 1920, et puis une partie de la Lituanie en 1921-23. Et donc, ceci se traduira par, évidemment, l'absorption des groupes bundistes, à la fois de Galicie et de Lituanie, dans le Bund de Pologne. Alors, la première conférence constitutive du Bund polonais a lieu à Lublin en fin décembre 1917, et on crée un comité central indépendant. Donc Medem redonne, réitère ce que je viens de dire, c'est-à-dire que la Constitution soviétique donne tout le pouvoir au Parti communiste, seule habilité à décider qui aura des droits. Au lieu d'un pouvoir émanant du peuple, il émane d'un parti, celui d'une oligarchie toute puissance, d'un parti unique. Donc on est vraiment à l'opposé des idéaux du Bund, qui dit c'est la base qui fait monter les idées et qui fait monter le comité central est élu par la base. Les marxistes-léninistes disent ce sont des intellectuels et c'est nous qui savons et c'est nous qui décidons pour la base. C'est pour ça que le Bund a toujours été très fier du fait que dans le comité central, contrairement à ce qui se passait dans le parti soviétique, parti russe, la majorité du comité central était constituée d'ouvriers. Bon, Medem, sur cette proposition, est mis en minorité, ce qui va laisser des traces, parce que ça veut dire que le parti qui se crée en Pologne en 1917, 18, 19, 20, a quand même une attraction, éprouve une attraction très forte pour le mouvement communiste. Et voudrait, ce parti polonais, bundiste, intégrer l'internationale communiste et vote l'affiliation à l'internationale communiste par 41 voix contre 30 et 15 abstentions. Vous voyez, c'est extrêmement serré. Medem, qui est quand même l'idéologue le plus important du Bund de la période précédente, démissionne de toutes ses fonctions et émigre aux États-Unis en 1921. Les conditions imposées par Zinoviev,
et par le Comintern sont absolument insoutenables et inacceptables par le Bund, qui va donc ne pas s'affilier à l'internationale communiste. Et il faudra attendre 10 ans, en 1930, pour que le Bund s'affilie à l'internationale socialiste. Bon, entre-temps, Vladimir Medem meurt à 40 ans aux États-Unis d'une insuffisance rénale et il va laisser une empreinte très importante dans la mémoire du Bund. Voilà. Alors, prennent le relais au niveau des leaders, Heinrich Ehrlich et Victor Alter, qui sont Ehrlich, on l'a vu tout à l'heure, il a participé au soviet de Petrograd, donc il est extrêmement bien informé, politisé. Alter, lui, a un parcours un peu différent, et ils vont se répartir la tâche pour le premier s'occuper plus de la partie syndicale et l'autre plus de la partie politique dans le Bund de Pologne. Voilà. Donc le syndicalisme va être une option extrêmement importante. La majorité des syndicats juifs est bundiste. Le Bund va regrouper plus de 50 000 syndiqués dans les syndicats divers. On va vous montrer quelques photos tout à l'heure. Le Bund va développer des activités concrètes dont je parlais tout à l'heure. En ce qui concerne la jeunesse, va donc développer le SKIF, donc l'union des enfants socialistes, en traduction, Zukunft, qui est l'avenir. Le SKIF s'adresse aux enfants, disons à partir de 8 ans, et le Zukunft aux jeunes adultes. Et un groupe sportif, le Morgenstern, l'étoile du matin, pour développer les activités physiques, va prendre en charge le sanatorium Medem qu'il va créer, qu'il va baptiser du nom de Medem, pour les enfants handicapés, pour essayer de leur redonner une santé. Il y aura plusieurs centaines d'enfants dans ce sanatorium. Alors quelques chiffres. En 1924, il y a 3000 jeunes qui sont au Zukunft. En 1939, il y en a 12 000. Au SKIF, il y a en 1930 2000 jeunes, en 1939 il y en a 10 000. Le Morgenstern d'éducation physique, de 1927 à 1937, on passe de 2000 à 8000. Donc vous voyez quand même que dans les années juste avant la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, il y a un nombre important d'enfants, de jeunes qui sont dans ces institutions bundistes. On va voir quelques photos, vous verrez où ils sont en uniforme, etc. Le Bund crée aussi essaie de prendre soin des femmes en créant un mouvement Jiddischer Arbeiterfrau, donc le mouvement des femmes de travailleurs ou femmes travailleuses, et dans lequel il va organiser évidemment de l'éducation, des activités, etc. Et autre activité importante du Bund, l'éducation populaire avec le Tzischo. Donc Tzischo, c'est l'organisation des écoles socialistes, réseau d'écoles laïques où on enseigne en yiddish. Entre parenthèses, le Tzischo, il y a deux choses qui est intéressant de savoir. La première, c'est que le Bund ne le fait pas tout seul, il le fait avec les Poale Zion de gauche, c'est-à-dire il s'allie avec d'autres institutions qui portent des idéaux très proches des leurs. Et la deuxième chose, c'est que les réseaux d'écoles en Pologne sont innombrables et vont dans tous les horizons politiques que j'ai définis précédemment. Donc il y a les orthodoxes qui ont des réseaux évidemment d'éducation très très importants. Le Tzischo va avoir une quinzaine, entre 15 et 20 000 écoliers à la fin des années 30. En comparaison, les écoles confessionnelles d'Agudat Israël ou d'autres en ont plus de 100 000. Donc on n'est pas tout à fait dans le même registre. Bon. En tout cas, le Bund va continuer à avoir une attitude importante parce que l'antisémitisme en Pologne ne disparaît pas, va même croître, et donc les groupes d'autodéfense existent dès 1920 en Pologne, et donc cet aspect de lutte contre l'antisémitisme va être un des éléments qui va perdurer bien évidemment par la suite.
Et puis, évidemment, le dernier volet, c'est la culture et la défense du yiddish à travers la presse, à travers des conférences, à travers une éducation, etc. Donc, on est dans la phase, je dirais, culturelle du Bund et politique, donc qui sont les deux aspects importants euh, de, euh, de cette période. Le Bund s'adresse aux travailleurs juifs, s'adresse en yiddish et va donc devenir un élément fondamental du paysage politique juif dans la fin des années 30. Vous voyez ici quelques syndicats, le syndicat du vêtement, syndicat du transport, syndicat du cuir, syndicat des barbiers, syndicat boulanger, tous sont regroupés au sein d'un syndicat juif et qui va être en partie dirigé par un certain Shmuel Ziegelboim. Voilà la jeunesse, donc vous voyez quelques éléments. Donc vous remarquez quand même hein, les uniformes du Zukunft ici. Voilà ici une affichette en yiddish et en polonais. Hein, donc Herein in Zukunft, donc en gros, hein, viens au Zukunft, à l'intérieur du Zukunft. Voilà et puis bah, des camps de jeunesse du Skif et qu'on appelle aussi les faucons rouges, hein, puisque ils vont avoir cet emblème pour avoir cette aigle comme emblème. Voilà. Ici, le Tsicho, donc les écoles du Ticho. La première, ici, on a une photo de, alors on la voit pas très très bien, mais ici, il y a un nombre important d'enfants, pas de chaussures, je sais pas si vous voyez. Et donc, le Ticho va être évidemment une école gratuite, va permettre d'enseigner le yiddish. Ici, vous avez Gilenstein, pardon, qui est le Gilinski, pardon. Je vais arriver, qui donne ce premier cours et qui va devenir le responsable du sanatorium Medem, qu'on voit ici, des enfants qui se reposent. Les enfants ici qui lisent le Zukunft, donc le Volkszeitung, pardon, dans le sanatorium. Et ici, trois des principaux personnages qui ont œuvré dans le Tsicho, donc Kasdan, Litvak et Mendelssohn, Schleum et Mendelssohn. Voilà. Donc, voilà quelques photos. Sur la presse, donc vous voyez ici cette, j'ai traduit, hein, Travailleur, ton journal est le journal du peuple, Volkszeitung. Hein. Et puis ici, la presse juive bundiste, je ne parle pas de l'autre presse, évidemment en yiddish. Donc, Die Wecker, Der Wecker, qui est le réveil, vous en avez le Fahrzeitung, vous en avez plein. Et du coup, on se retrouve avec profusion d'informations de jeunes, etc. Et on aborde un peu plus l'aspect politique où effectivement, bah, voilà quelques exemples de défilés du 1er mai, ici avec Ehrlich, donc le leader, ici une affiche du Bund en 1932, donc les défilés, les commémorations, enfin bon, l'anniversaire du Bund qui sont évidemment fêtés régulièrement en 1927, en 1937, avec beaucoup de ferveur. Et juste avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le Bund devient le premier parti juif de Pologne. Il change complètement de stratégie. Auparavant, en Russie, il était contre les Kehilot, qu'il estimait être des organes désuets et bourgeois. C'était que des gens aisés qui dirigeaient les sociétés. Et donc là, il pense qu'il peut agir au sein des conseils juifs. Il devient le parti majoritaire dans les deux principales villes juives de Pologne, Varsovie et Lodz. À Varsovie, il y a 35% de la population qui est juive, plus de 300 000 habitants. À Lodz, c'est aussi à peu près le même nombre, avec 200 000 juifs. Et donc, le Bund, alors j'ai pas le nombre de voix à Varsovie, mais ils sont majoritaires. À Lodz, ils remportent la majorité des sièges. À Białystok aussi, à Grodno, etc. Et la nouveauté des nouveautés, c'est qu'ils vont avoir maintenant
ils vont se présenter aux élections nationales, les conseils municipaux, où on a réservé des sièges au mouvement juif. À Varsovie, il remporte 61% des voix et va avoir 17 sièges sur 20. À Lodz, le Bund et le Linke Koalition, les sionistes de gauche, vont avoir 11 sièges sur 17, et le Bund se trouve en tête à Białystok, Vilna, Lublin, Grodno, et il est représenté dans 102 villes. Le Bund, globalement, recueille 38% des voix juives et devient le premier parti devant les sionistes qui sont un peu éparpillés. Et si on accumule le score des sionistes, il n'arrive que à 37%. Donc, vous voyez, c'est quand même très serré. Mais je dirais que l'équilibre est pour la première fois en faveur du Bund, qui devient, donc, quand la guerre éclate, le premier parti de Pologne. Et sur Irène, voilà, voilà la conférence des élus aux conseils municipaux sous l'égide du Bund et sur Ehrlich. Ici, on voit un des leaders du Bund qui s'appelle Noach Neuer, Noach en hébreu, Noé, qui écoutait le Portnoy. Voilà, et on aborde le troisième chapitre qui est le Bund pendant la guerre. Alors, le Bund pendant la guerre, ça commence évidemment au 1er septembre 1939 par le partage, enfin par l'invasion de la Pologne par les nazis, par l'armée nazie de Hitler. Évidemment, je vous ai mis la photo, enfin plutôt la caricature de l'accord germano-soviétique où Hitler et Staline sont associés par un magnifique ruban pour se partager la Pologne. Et c'est ce qui va se passer puisque l'armée rouge va envahir la Pologne le 17 septembre, c'est-à-dire une quinzaine de jours après l'invasion de la Pologne par les nazis. Lodz qui est là, Varsovie, donc vont se trouver pris par les nazis, et d'autres villes, Białystok ou Brest-Litovsk ou Lemberg, vont se trouver du côté russe. Alors, qu'est-ce qui se passe quand les nazis arrivent à Varsovie? Le comité central, pardon, je suis allé trop vite. Le comité central, finalement, après 2 jours d'hésitation, décide de partir vers l'Est, où ils sont arrêtés quasiment immédiatement, c'est-à-dire moins d'un mois plus tard. Ils sont arrêtés par le NKVD, la police secrète soviétique. Donc Ehrlich est arrêté au mois d'octobre à Brest-Litovsk et Alter le 29 septembre 1939. Prennent le relais à ce moment-là au niveau de la résistance Shmuel Zigelbaum et Abracha Blum, qui sont des membres très importants de l'organisation Bundis. Shmuel Zigelbaum, qui était un des patrons du syndicat dont je vous ai parlé et dont je reparlerai dans quelques instants, et Abracha Blum, qui est un des responsables du Zukunft, donc le mouvement de jeunesse dont on a parlé tout à l'heure. Donc, il décide de continuer le journal du Bund, qui s'appelle le Volkszeitung. Il essaye de créer une brigade ouvrière, et il y a 12 000 ouvriers juifs qui vont participer à la défense de Varsovie. Et ils essayent de porter secours aux membres du Bund qui s'étaient réfugiés à Varsovie, puisque je rappelle que Lodz et toute la partie occidentale de la Pologne était aux mains des nazis, et que, évidemment, au fur et à mesure de l'avancée des troupes nazies, eh bien, la population s'est retrouvée migrée, entre guillemets, vers Varsovie, qui va accueillir des bundistes. Les bundistes sont particulièrement recherchés, entre guillemets, par les nazis, puisqu'ils sont à la fois juifs et à la fois socialistes. Donc, deux bêtes noires de Hitler. Alors, un petit zoom rapide, parce qu'on n'a pas trop le temps, sur l'affaire Ehrlich-Alter. Donc, Ehrlich et Alter, les deux dirigeants du Bund polonais, sont arrêtés, donc comme je viens de le dire. Et puis, en 1941, quand commence, en juin 41, quand Barbarossa, l'opération Barbarossa commence et que les Russes sont attaqués par les nazis, eh bien, Staline
décide de libérer Alter et Ehrlich pour qu'ils mettent en œuvre, par leur connaissance, par leur savoir, par leur charisme, un comité antifasciste donc auquel ils vont participer pour essayer d'obtenir des renforts moraux et financiers du monde entier, des juifs du monde entier, auquel va participer l'acteur Michoels. Il y a un très beau, si vous arrivez à le trouver, un très beau documentaire sur Michoels qui fait un magnifique discours en yiddish pour défendre Staline. C'est assez émouvant quand on sait qu'il sera assassiné par Staline quelques années plus tard, soi-disant dans un accident de voiture. Bien. Donc, il participe, il se lance à fond, évidemment, dans cette défense anti-nazie, même s'ils sont anticommunistes. Et un jour de décembre 1941, ils sont arrêtés de nouveau par le NKVD, mis en prison, et on ne saura pas ce qu'il devient d'eux avant très 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 longtemps. On pense qu'ils sont morts et fusillés en 1941, mais en fait, des recherches récentes et l'ouverture des archives du NKVD et du KGB ont montré qu'Ehrlich s'était suicidé en 1942 et que Alter avait été fusillé en 1943. Je vous ai mis ici une affiche de Solidarnosc, le mouvement ouvrier polonais des années 80, 90, qui a commémoré cette histoire, qui a été évidemment commémorée dans toute la tradition bundiste qui s'est déroulée après-guerre. On va rapidement y revenir dans les quelques minutes qu'il me reste. Voilà. Aux États-Unis, le Bund a été, il y a une antenne du Bund qui a été créée par un certain Emmanuel Novogradsky. Bon, en fait, juste avant-guerre, il y a une campagne qui avait été lancée de collecte de fonds, et ces trois, Emmanuel Novogradsky, Jacob Path, Yankev Path et Benjamin Tabachinsky, sont venus faire une série de conférences où auprès de la population juive, qui est déjà à l'époque de près de 3 millions de personnes aux États-Unis, pour prélever des fonds. La campagne, ils sont arrivés en fin de 1938, ils n'avaient pas fini leur tour des États-Unis le 1er septembre 1939 quand la guerre a éclaté. Bon. Et à ce moment-là, Emmanuel Novogradsky va créer la représentation du Bund à New York, qui va essayer d'aider, quand la guerre va éclater, l'ensemble des juifs et des bundistes d'Europe à survivre, avec l'aide d'un groupe qui s'appelle Yiddischer Arbeiter Committee. Alors je traduis en anglais pour Tony, Jewish Labour Committee, donc le comité des travailleurs juifs, qui va avoir une influence très importante. Alors, il y a un ouvrage de Catherine Colomb qui s'appelle Résister au nazisme, donc qui raconte l'histoire du Jewish Labour Committee, qui est très 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 enrichissant et qui raconte un petit peu cette histoire. Le Jewish Labour Committee va essayer d'obtenir l'émigration va essayer de faire venir des bundistes et d'autres, des socialistes aux États-Unis. Le problème qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de visa, donc ils essayent d'obtenir auprès de l'administration de Roosevelt des visas hors quota, puisque depuis 1924, les quotas étaient fixés, on ne pouvait pas aller au-delà des quotas. Ils vont collecter des fonds, transférer ces fonds en Europe pour essayer de faire venir les juifs, et en particulier les bundistes, aux États-Unis. Ils vont organiser 2 filières de sauvetage. La première qui va partir de la Lituanie, donc de Vilna, de Kovno, en passant par l'URSS, le Japon, Yokohama, ils vont arriver sur la côte ouest des États-Unis, à San Francisco. Et l'autre filière par Marseille, l'Espagne, Lisbonne, où ils vont arriver à New York. Il y a 2000 personnes, socialistes juifs et non juifs, qui vont bénéficier de ces filières, dont 400 bundistes. Et une partie des membres du comité central, qui n'ont donc évidemment pas Alter ni Ehrlich, vont arriver à New York, en particulier Portnoy, qui va arriver à New York en novembre 41. Malheureusement, il n'aura pas le temps de se réjouir puisqu'il mourra un mois après. Donc cette histoire est absolument
absolument extraordinaire comment ils ont réussi à passer de Lituanie au Japon. Certains ne sont jamais arrivés au Japon, ils ont créé des groupes bundistes à Shanghai. Il y a l'histoire des Juifs de Shanghai aussi qui est absolument passionnante. Euh, comment, après la déclaration, après Pearl Harbor, ces Juifs de Shanghai se retrouvent sans aucun moyen et vont faire appel à la Croix-Rouge. Il y a tout un tas d'institutions pour essayer de survivre dans une misère noire à Shanghai, tenue par les Japonais. Voilà, ce sont des histoires de misère absolument dramatiques. Le Centre Medem à Paris a organisé un certain nombre d'expositions sur justement sur les Juifs de Shanghai et sur d'autres thèmes. Voilà. Alors, je focalise la résistance du Bund dans le ghetto de Varsovie. Hein, je parle pas des autres ghettos, je ne parle pas non plus des difficultés, puisque je vous ai dit tout à l'heure que le Bund faisait partie des Kehilot, des organisations dans les Kehilot, des groupes qui dirigeaient les communautés. Et quand les Allemands sont arrivés, qu'ils ont exigé des Juifs la formation des Judenrat, certains membres du Bund se sont trouvés dans le Judenrat. Certains ont refusé, d'autres n'ont pas refusé. C'est une période extrêmement difficile. En tout cas, je vais simplement me contenter du ghetto de Varsovie, où les bundistes créent des activités clandestines. Il y a un certain nombre de membres du comité central qui se trouvent dans le ghetto de Varsovie. Il y a Sonia Novogradsky, qui est la femme du secrétaire général, qui se trouve aux États-Unis à ce moment-là, qui sera déportée et qui mourra, et qui vont organiser des soupes populaires donc c'est un brouet plus de l'eau avec un petit morceau de pain qui est distribué à des milliers et des milliers de gens. Ils organisent des conférences le 1er mai pour l'anniversaire de la création du parti. Ils essayent de diffuser l'idéologie du mouvement dans la presse clandestine. Enfin, ils essayent de faire quelque chose pour garder ce que l'on appelle une dignité humaine. De leur côté, les jeunes du Zukunft, dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc avec leur tête Abra Shabloum, vont créer une organisation de culture yiddish, vont créer une presse clandestine, dont la première édition date d'octobre 40. Je vous rappelle que le ghetto a été fermé en octobre 40, donc c'est immédiatement après la constitution du ghetto. Et début 42, il constitue une organisation de combat qui comprend des jeunes, avec Abra Shabloum, avec d'autres, qui comporte 140 membres. Alors, l'organisation du Bund va, et ça va être important, va organiser des courriers entre les différents groupes, entre les différents ghettos, et les bundistes clandestins polonais, et également les partenariats avec le PPS, le parti polonais, le parti socialiste polonais. Et c'est grâce aux bundistes qu'on va avoir des informations sur les exterminations, les premières exterminations, et sur la solution, en tout cas les actions massives de juillet 42 et l'extermination du ghetto de Varsovie à Treblinka. Et ces groupes vont également essayer de faire transférer des fonds pour alléger la misère des Juifs. Je ne vous fais pas un cours sur la Shoah. Voilà, donc quelques leaders du ghetto de Varsovie, combattants. Alors, Abra Shabloum, je viens de vous en parler. Zalman Friedrich, c'est un jeune bundiste qui va monter dans un train à destination de Treblinka, qui va s'enfuir et qui va de ses yeux voir ce qui se passe à Treblinka, qui va revenir à Varsovie, distant d'une soixantaine de kilomètres, et qui va raconter ça. Ça va être transmis au parti polonais, parti socialiste polonais, qui va le transmettre à Londres, qui va évidemment essayer de faire le parti. Alors à Londres, il y a le gouvernement polonais dans lequel sont représentés les bundistes avec un certain Arthur qui n'est autre que Shmuel Ziegelbaum, dont on va parler dans quelques instants. Voilà. Donc, et le dernier, le plus important, entre guillemets, des combattants, c'est Marek Edelman, qui va être, à 24 ans, le leader avec Mordechai Yanilevitch des combattants du ghetto de Varsovie.
Voilà. Alors, je viens de parler de Ziegelbaum. Euh, donc, il arrive à s'enfuir. Alors, il est membre du Judenrat de Varsovie. Il démissionne parce qu'il refuse les injonctions des nazis auprès du Judenrat, qui veut enfermer les Juifs dans un ghetto. Donc, vous voyez, on est vraiment à l'été 40. Il démissionne, il s'en va, il s'enfuit, il traverse la France, il arrive aux États-Unis. Et aux États-Unis, il est nommé auprès du gouvernement en exil à Londres. En mai 42, il reçoit le fameux rapport du Bund sur l'extermination. Il informe les Alliés et c'est l'incrédulité des gouvernements. L'action du gouvernement est nulle, il se passe rien. Lors du soulèvement du ghetto de Varsovie, il y a une réunion des chefs d'État aux Açores dans lequel ils décident de ne pas intervenir et de ne pas bombarder les camps de concentration ni quoi que ce soit. Et Ziegelbaum, désespéré, se suicide le 12 mai 43 pour alerter le monde sur la situation des Juifs. Après la liquidation des ghettos, que ce soit en Lituanie, à Vilna ou ailleurs en Pologne, eh bien, il y a les survivants, certains survivants vont rejoindre les groupes de résistants. Et c'est ainsi que s'achève la troisième partie de cet exposé sur le Bund. La quatrième partie, eh bien, c'est le Bund après le Khorban, puisque les bundistes n'utilisent pas le mot Shoah, mais utilisent le mot Khorban, qui veut dire destruction. Et voilà l'exemple de ce qu'est le ghetto de Varsovie après-guerre. Il ne reste plus rien, plus rien, plus rien, plus rien. Tout a été détruit. Euh, pour information en marge de cet exposé sur le Bund, c'est dans ces ruines, dans ce champ de ruines, qu'on a retrouvé les archives de Riegelbaum, les archives du ghetto de Varsovie, qui ont été cachées dans des bidons de lait. Il fallait retrouver les rues, il fallait retrouver les tracés dans ce champ de ruines. Et grâce à certains survivants, on a pu retrouver les archives. Pour information également, le Bund, qui était donc opposé au sionisme, n'a pas participé aux archives Ringelbaum, qui étaient organisées par un sioniste. Fin de cette parenthèse. Comment se trouve le Bund après-guerre? Vous voyez, il reste encore une petite tâche ici en Pologne de bundistes. Il reste un noyau de bundistes, mais sinon, les bundistes sont éparpillés de par le monde, aussi bien à Melbourne qu'à Toronto ou à Rio, Brésil, Uruguay, Argentine, Chili, Canada, etc. Et donc, face à cette dispersion, et une fois que le Bund a été liquidé en Pologne en 1948, pardon, eh bien, on décide de faire une association internationale du Bund qui va se créer à Bruxelles en 1947 avec un comité mondial de coordination qui va définir la ligne plus ou moins idéologique sur l'antisémitisme, sur la culture juive, sur l'assimilation, sur le sort des personnes déplacées juste après-guerre. Et puis, les groupes locaux du Bund, dont je viens de parler, il y avait 31 groupes qui représentaient 13 pays. Vous voyez le journal de Forwärts de New York qui annonce qu'il y en a 15, mais peu importe, une quinzaine de pays, et les groupes locaux qui assurent les aspects concrets de la vie culturelle, les relations avec les partis socialistes existants. Alors voilà l'activité de ce congrès international, un certain nombre de congrès, jusqu'à l'an 2000, et après la mort des principaux dirigeants, il n'y a pas de relève, et tout ça s'arrête, hein, le Bund s'arrête. Ils vont publier un certain nombre d'ouvrages, des bulletins de liaison, hein, donc en particulier en anglais, The Jewish Bund Bulletin, qui vont reprendre des thèmes assez fréquemment, comme le thème de Heinrich Ehrlich et Victor Alter, ou bien comme le thème du soulèvement du ghetto de Varsovie, qui est sur lequel le Bund va appuyer ses commémorations. Voilà. Avant de terminer sur l'après-Bund, puisqu'on est sur un Bund international, il va prendre des positions. On est en 1947, Bruxelles.
Alors, on est en mai, mais bon, la position du Bund vis-à-vis de l'État d'Israël, ou vis-à-vis du futur État d'Israël, le Bund est contre le vote de l'ONU sur la partition de la Palestine et réaffirme son soutien à la solution à un seul État. C'est un État binational qui garantirait l'égalité des droits nationaux pour les Juifs et les Arabes. Voilà. Et en 1948, on proclame, on dit que c'est trop tôt pour faire un État juif parce que la décision expose les Juifs à un danger. Donc, il réitère euh, que la conférence est en faveur d'un État à deux nations. C'est ce qui figure, donc, vous voyez, dans le bulletin, on, voilà le texte en anglais. Voilà. Le Dubun ne peut pas se réjouir avec la majorité de la population juive. Voilà. Alors, le Bund va évoluer un petit peu au niveau de son attitude vis-à-vis de l'État d'Israël. Emmanuel Scherer, qui a été un des responsables du Bund à l'étranger, enfin ce que j'appelais l'international Bund, il va vivre jusqu'en 1977, après la guerre des 6 jours et après un certain nombre d'événements, va dire je ne pensais pas que l'État d'Israël pouvait accepter autant de juifs. Ça rejoint également les idées du début du XXe siècle, où des sionistes comme Ahad disaient que, la terre d'Israël ne pourrait nourrir que 100 000 personnes. Et donc il y a eu quand même une révision sur ce qui se passe en Israël. Et quand à ce moment-là, il y avait 30 à 35% des Juifs qui étaient en Israël, on ne pouvait pas faire comme si de rien n'était. En tout cas, le Bund ne pouvait plus se taire. Voilà. Euh, alors, après la guerre, donc voilà le Bund en Pologne. Voilà d'autres groupes. Alors, l'Australie, vous voyez, vous connaissez le SCIF avec son aigle rouge, qui est donc l'Australie a un mouvement bundiste extrêmement fort. Il reste encore, d'après ce que j'ai lu, une école juive qui enseigne le yiddish, etc. Le Bund en Israël ne s'est pas développé pour tout un tas de raisons, puisque le sionisme refusait évidemment le yiddish comme langue, et donc les bundistes étaient dans un état différent. Ils s'étaient alliés dans tous les états dans lesquels ils étaient avec les socialistes. En Israël, les socialistes, c'était le Mapai et c'était les ennemis jurés. Donc c'était la situation des bundistes était extrêmement difficile. Ils n'ont jamais eu de député à la Knesset. Ils n'ont jamais réussi à franchir les seuils de limite. À New York, évidemment, le mouvement du Bund est très très fort. Vous voyez ici une photo, une manifestation de soutien à l'assassinat de Martin Luther King. Et puis en France, le Centre Medem qui continue à développer des activités, enseigner le yiddish et d'autres activités, et en particulier la bibliothèque de Medem qui est également au centre de la Maison de la Culture Yiddish. Bon, voilà, donc voilà un petit tour de ce que je voulais dire. Pour référence, voilà, donc le bouquin de Minchales sur le Bund. Vous voyez ici un groupe d'autodéfense où les gens sont munis de couteaux qui a servi de référence. Le bouquin de Feivel Schrager, qui est un bouquin difficile à trouver, vous pouvez le trouver en bibliothèque, qui raconte la vie d'un bundiste et puis les actions des bundistes en France pendant la guerre, que j'ai évidemment pas eu le temps de traiter. Et puis un bouquin sur les courants, donc y compris le Bund, mais y compris les autres courants socialistes, sur le monde ouvrier en Russie et en Pologne après-guerre, de Nathan Weinstock, qui s'appelle Le pain de misère et qui est très intéressant. Alors, en guise de conclusion, je vous donne, puisque le sionisme et le bundisme se sont très souvent opposés, l'avis d'un historien israélien qui s'appelle Daniel Blattman, qui est spécialiste du Bund et dont le père était bundiste. Et voilà ce qu'il écrit. Le sionisme, voyez dans la persistance d'un antisémitisme destructeur, une menace contre laquelle la seule réponse possible consistait à séparer les juifs de la société environnante, et elle est dotée d'une base territoriale autonome.
et le bundisme encourageaient au contraire les Juifs à l'intégration au sein de la société d'accueil en Europe de l'Est et ailleurs, et à participer au combat général pour une société juste, tolérante, une société socialiste, démocratique et pluraliste. Voilà. Et pour terminer, je vous ai parlé de la Mishpuche, de la Mishpacha, ici. Le, L'hymne du Bund, qui s'appelle Dishvue, le serment, c'est un mot hébraïque, et qui commence par frères et sœurs. Bon, évidemment, c'est un hymne révolutionnaire, mais qui montre bien la volonté d'une même famille, la grande famille du Bund. Et pour terminer, voilà la dernière image, qui est un hommage à Marek Edelman, qui est paru dans la presse polonaise, puisque Marek Edelman est mort en Pologne et qui n'a jamais cessé d'appliquer la Doigkeit, la doctrine du Bund, qui était la doctrine de vivre là où on est juif et là où on est. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long. Je peux répondre encore à quelques questions si ça vous